Machiko Hasegawa est connue pour être l'une des premières femmes mangaka de l'histoire. Sauf qu'en dehors du Japon, trop peu de personnes la connaissent et je pense que c'est votre cas. Sauf que je suis là pour y remédier parce que c'est pas de l'inculture, c'est juste que c'est compliqué d'avoir des informations à son sujet, surtout des informations fiables que ça soit en français ou en anglais. Donc voilà, là c'est une grosse vidéo de vulgarisation pour que vous connaissiez le travail de cette grande dame. Car son impact et sa popularité ont été tels dans le pays qu'aujourd'hui, son manga Sazae-san est l'un des plus vendus dans le monde et que son adaptation en animé est encore à l'heure actuelle le plus long de l'histoire, comptabilisant plus de 2500 épisodes. En comparaison, One Piece vient à peine de dépasser la barre des 1000. Et je vais donc vous conter l'histoire de Machiko Hasegawa en essayant au maximum de vulgariser tout ça et surtout de vous faire comprendre à quel point elle a joué un rôle important, mine de rien, dans l'histoire du manga au Japon. Mais avant de me lancer dans cette vidéo, je voudrais remercier les sponsors de celle-ci. Merci à vous de sponsoriser mon travail sur Patreon et maintenant sachez que c'est possible de le faire directement sur YouTube. Ça vous donne accès à du contenu qui est réservé pour ces plateformes. Par exemple pour Patreon, il y a des articles, il y a des vidéos et sur YouTube, il y aura aussi des vidéos et il y aura aussi beaucoup de posts avec des photos et potentiellement des dessins un peu rigolos parce que j'aime bien cet onglet, ça ressemble un peu à Instagram mais c'est pas Instagram. Donc si jamais vous voulez me suivre là-bas, et ben sachez que ça soutient la chaîne parce que ça me permet de créer des vidéos comme celle-ci. Donc je vous laisse place à la vidéo et bon visionnage. Alors tout d'abord, je vais mettre un petit peu de contexte, parce que sa carrière a été longue, et pendant celle-ci, le Japon et le monde sont passés par un tas de bouleversements. En effet, elle est née en 1920, soit avant la guerre sino-japonaise en 37, et avant la Seconde Guerre mondiale en 39. C'était donc pas les périodes les plus incroyables pour avoir une enfance et une adolescence. Avec sa famille, ils habitaient dans le sud du Japon, sur l'île de Kyushu. Hasegawa a 2 sœurs, une mère et un père qu'elle affectionne particulièrement. Vous verrez d'ailleurs dans toute sa vie qu'elle restera toujours très proche de sa famille et très liée avec elle. Elle est présentée comme une enfant débordante d'énergie qui aimait déjà le dessin. Malheureusement, son père, suite à une pneumonie, souffrira d'une infection sévère pendant 5 ans. Les techniques médicales de l'époque n'arriveront pas à le soigner et il en mourra en 1933. Hasegawa n'était alors âgé que de 13 ans. Un an plus tard, en avril 1934, un nouveau bouleversement s'opère puisque la famille quitte Kyushu pour rejoindre Tokyo. Sa mère voulait que ses filles reçoivent une bonne éducation dans la capitale et son frère avait accepté de les héberger. Machiko, avec sa sœur Mariko, seront donc transférées dans une école pour filles. Mais elle, qui était une enfant pleine de vie et d'énergie, elle changera radicalement de caractère, devenant beaucoup plus discrète et réservée. En effet, en plus du décès de son père, le changement radical de cadre de vie était difficile à gérer. Avec sa grande sœur Mariko, elles avaient toutes les deux du mal à s'intégrer dans leurs nouvelles écoles, surtout que elle venait de la campagne, donc elles étaient pas du tout habituées aux codes de Tokyo, et donc elles passaient pour des énormes campagnardes, des grosses ploucs, donc c'était un petit peu compliqué pour elle. Il est dit que sa mère était dévastée de voir sa fille changer de caractère à ce point et ne plus avoir goût à rien, alors quand Machiko lui expliquera le souhait irréalisable de vouloir devenir l'apprentie du mangaka Suiho Tagawa, sa mère la poussera à le faire, et elle enverra Machiko avec Mariko sonner à la porte de cet homme. Mais ce Suiho Tagawa, c'était pas n'importe qui, on ne va pas sonner à la porte de cet homme comme ça, surtout dans les années 30, parce que c'était un des mangaka les plus connus de l'époque pour les enfants. Il est l'auteur de Norakuro, qui raconte les aventures d'un chat soldat dans une armée de chiens. Malgré que le sujet tourne autour de la guerre, c'était un manga comique, apprécié de beaucoup. Il a eu le droit à de nombreux produits dérivés et très longtemps après à une adaptation en animé. En gros, Suiho Tagawa, c'était pas la personne qu'on va déranger sur un coup de tête, même si on connaît son adresse. Et pourtant, on a là Machiko Hasegawa avec sa sœur, qui se pointe chez ce type avec son carnet de croquis sous le bras. Alors évidemment, apparemment, elle aurait fait du bon forcing pour le voir, mentant même au point de dire qu'elles avaient fait le trajet depuis Kyushu pour le rencontrer, et c'est par ces mensonges qu'il se résout finalement à les recevoir, et on ne sait pas trop comment, mais ces 2 petites filles arrivent à le convaincre de prendre Machiko comme apprentie.
Donc là, on a une petite Machiko Hasegawa qui a réussi son objectif. Elle suivra les apprentissages de son maître et surtout, elle profitera de ses relations. C'est donc comme ça qu'elle sera recommandée au magazine Shoujo Club et qu'elle fera son entrée dans la prépublication de manga. À 15 ans donc, elle écrit et dessine un manga en 2 pages, Tanuki no Men, le masque du Tanuki, pour le numéro d'octobre 1935. Alors là, je suis obligée, excusez-moi, de faire une petite aparté pour vous expliquer qu'est-ce que c'était le Shoujo Club. Pour que vous compreniez à quel point c'était une occasion en or pour elle d'y être publiée. Parce que le Shoujo Club, c'était un magazine marketé pour les jeunes filles avec des articles, des récits et parfois quelques pages de manga. Il était abordé des sujets divers et variés concernant la vie de tous les jours. Il y avait des rubriques mode, cuisine, des conseils sur la vie de famille, sur comment élever des enfants, la présentation de plats saisonniers, etc. Et c'était pas rien d'être publié dans un tel magazine, car à cette période d'avant-guerre, ceux à destination des femmes et des jeunes filles étaient en fait les plus achetés et lus dans le Japon. Certains experts expliquent que la popularité de ces magazines à destination des jeunes filles, même auprès de tranches d'âge auxquelles on penserait pas, et même auprès des hommes, s'expliquerait en fait parce que les gens à cette époque, ils avaient pas beaucoup de budget. Et du coup, s'ils achetaient quelque chose, ils préféraient que ce soit des magazines plus volumineux, avec des couleurs, avec aussi des articles qui pouvaient parler à tout le monde et qui couvrait un nombre assez vaste de sujets. En effet, à l'époque, il n'y a pas de télé individuelle, donc pas de télé chez soi, et un des seuls loisirs qui restait, c'était la lecture. Et c'est comme ça que Machiko Hasegawa va être lue par des milliers, voire des millions de gens à partir de 1935. Il y a même eu une page de présentation qui lui a été consacrée pour mettre en avant cette artiste de 15 ans seulement. En 1936, elle termine son cycle scolaire et partira vivre dans la famille de son maître, Tagawa Suihiro. Comme le couple n'avait pas d'enfants, ils jugèrent qu'ils avaient la place de l'accueillir. Elle vivra alors 11 mois chez eux, mais comme c'était la première fois qu'elle vivait éloignée de ses proches, sa famille lui manquait tellement qu'elle décida de retourner chez elle. Elle continuera quand même à être publiée dans certains numéros du Shoujo Club, et elle fera même son entrée dans les pages du Tokyo Nichi-Nichi Shinbun, qui était le journal de Tokyo. Donc là, logiquement, Machiko Hasegawa, elle se dit c'est bon, ma carrière elle est lancée, je suis publiée dans un des magazines les plus lus de l'époque, je suis maintenant dans un journal aussi extrêmement populaire, tout va bien. Sauf que évidemment, c'était sans compter le début de la guerre. Ouais, parce que en 1937, c'est l'arrivée de la guerre sino-japonaise. Au départ, elle pouvait tout de même continuer à travailler, surtout que les journaux avec la radio étaient les seules sources d'information de l'époque, donc continuaient à être distribués. Elle travaillait pour des magazines différents et c'était toujours pour des formats de 1 ou 2 pages. Mais plus la guerre s'intensifiait, plus les restrictions sur tout ce qui touchait de près ou de loin à l'information étaient contrôlées, d'autant plus à partir du moment où le conflit est devenu mondial. Les journaux avaient des règles très strictes de conduite et il ne fallait surtout pas se moquer de l'armée, du nationalisme ou du Japon en général. Machiko Hasegawa, elle qui aimait bien s'inspirer des événements actuels pour écrire ses gags, a été de très nombreuses fois censurée par ses éditeurs. Elle qualifiera cette période de particulièrement frustrante pour son travail, car selon elle, aucune de ses bonnes idées n'était retenue. Elle continuera pourtant à travailler en jonglant avec les règles de censure, sauf que en 1944, le Japon est au plus mal, et pour ce qui concerne notre histoire, il y a même une crise du papier sur le territoire. Et qui dit plus de papier, dit plus de journaux, et en plus de ça, les seuls qui restaient quand même, qui arrivaient à être publiés, évidemment, ils avaient pas du tout la place pour des gags et des mangas, donc Machiko Hasegawa s'est retrouvée à ce moment-là sans travail. Cette nouvelle la forcera avec sa mère et ses sœurs à retourner à Kyushu, dans leur ville natale, pour une vie moins chère et avec la possibilité d'avoir un jardin pour pouvoir faire un potager et donc de quoi manger. Et puis vient le 14 août 1945. La capitulation du Japon est annoncée par l'empereur à la radio, marquant ainsi la fin de la guerre pour le pays et le début de l'occupation américaine. De son côté, Hasegawa, dès septembre, fait son retour dans un journal local avec une histoire en 6 cases intitulée « Allez, courage », qui dépeint 2 hommes s'adonnant à reconstruire les barrières de leur quartier pour ne pas se laisser abattre.
Suite à ça, le journal local de Fukuoka, soit une ville importante de l'île de Kyushu où elle vit, lui demandera de réaliser une histoire longue avec ce même esprit que ce qu'elle avait essayé de dessiner en septembre, c'est-à-dire de parler à la population locale pour leur redonner espoir et courage. De plus, la censure de la presse ayant pris fin à la capitulation du Japon, il était temps d'explorer de nouvelles formes de récits. La rédaction ne lui imposa pas de thème précis, seulement le format 4 cases disposées verticalement. Et c'était un défi nouveau pour elle parce que d'habitude, elle dessinait 1 ou 2 planches avec des personnages que personne ne reverrait jamais. Là, c'était un tout nouveau défi. Et c'est en constatant les dégâts de la guerre, l'ambiance générale de sa ville et son voisinage, qu'elle a eu l'idée de créer sa série culte, Sazae-san. Le 22 avril 1946, aux côtés des articles de presse, il y aura 4 cases. Ces cases ne seront pas n'importe lesquelles, puisqu'elles seront là pour y introduire Sazae et sa famille. Sur la première case, on trouve la mère et ses 2 enfants, bien assis, fixant les lecteurs et se présentant chacun leur tour. Sur la case d'après, on a la mère qui appelle sa fille Sazae en criant « Sazae !» Puis on voit que sa petite sœur prend tout de suite une attitude un peu plus relaxe et le portrait de cette famille modèle s'effondre immédiatement. Troisième case, la porte coulissante s'ouvre en grand et on y découvre Sazae en train de manger avec une tenue que sa mère juge peu présentable pour rencontrer pour la première fois les lecteurs. Quatrième et dernière case, Sazae s'enfuit honteuse alors que sa mère s'excuse pour elle. En 4 cases, le ton de la série est posé. On va suivre la vie d'une famille. Qui plus est, d'une famille japonaise au vu de leur nom, leurs vêtements, leur coiffure et le style de la maison. Une famille donc, comme il en existe partout au Japon, mais remplie de personnages hauts en couleur. Et là, ça marque un changement important, parce qu'au moment de notre histoire, en parallèle, il y a un développement de magazines qui sont réservés au manga. Et dans ce genre de magazines, il y avait majoritairement des histoires fantastiques et des histoires qui se basaient sur l'Occident majoritairement. Sauf que là, Machiko, elle va prendre le contre-pied total, puisque déjà, elle va être prépubliée dans un journal, sous format de strip, et en plus de ça, elle va se baser sur la vie quotidienne des Japonais. Elle va donc faire le pari de montrer que la tranche de vie est importante et surtout que ça peut redonner le sourire à ses lecteurs. Sazae-san est donc le reflet des tracas et des événements de la vie japonaise de l'époque et rapidement, elle y aborde des sujets sociaux comme le taux important de criminalité au Japon, la pratique du rationnement ou la présence des Américains. Le tout, évidemment, sous le prisme de l'humour. Et ça fonctionne très très bien. Dans la ville de Fukuoka, Sazae-san devient un grand succès. À tel point qu'un jour, dans les petites annonces, un journal basé à Tokyo lui écrira en disant que leur rédaction a besoin d'elle. Donc sans hésitation aucune, elles vendent leur maison et elles repartent sur Tokyo. Pour expliquer ce changement à ses lecteurs, elle publiera des strips pour annoncer que la famille de Sazae-san déménage à Tokyo. Car oui, le nouveau journal dans lequel ces personnages seront publiés ne sera pas disponible à Fukuoka, car c'est une distribution réservée à la capitale. Et elle y enchaînera encore les gags en 4 cases dans ce journal jusqu'en 1951. Et en 1951, cette histoire devient la préférée des familles japonaises. Et Machiko Hasegawa avait donc réussi son pari, celui de montrer qu'on pouvait rire de sa situation quotidienne malgré le fait que le Japon venait de sortir de la guerre. Et à partir de ce moment-là, Sazae-san va être encore transférée dans un nouveau journal. Au départ, elle était publiée uniquement dans un magazine à Fukuoka, ensuite elle est passée à Tokyo, et là, c'est l'échelle nationale, parce qu'elle va être publiée dans le Asahi Shimbun, qui est un des journaux quotidiens les plus lus du Japon. Et jusqu'en 1974, elle va y faire des strips quotidiennement, ce qui fera au total 28 ans de publication quotidienne. Et ce n'est pas seulement le caractère attachant et drôle qui va marquer les lecteurs, car ça peut paraître surprenant, mais Sazae-san est très marquée fortement par les opinions politiques de l'autrice, et étant publiée dans un journal, elle se permettra même de prendre position sur l'actualité. Pour vous introduire l'aspect politique de cette œuvre, reprenons le tout premier strip. Ici, il y a visiblement une tension entre la mère et sa fille concernant le style vestimentaire de cette dernière. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la mère a gardé des valeurs conservatrices d'avant-guerre où porter un kimono était chose commune.
De l'autre côté, on a Sazae-san qui représente la nouvelle génération, qui se sent enfin libre de s'habiller selon d'autres tendances que celles établies avant. D'ailleurs, on va découvrir que Sazae-san, elle a quand même un fort caractère et elle va tenir tête à sa mère, non pas verbalement, mais vestimentairement. Parce que dans l'intégralité de l'histoire, elle va toujours aimer la mode et surtout s'habiller de la façon dont elle veut. Donc si au début de sa lecture, on peut penser que Sazae est simplement l'archétype de la mauvaise femme au foyer, car elle est de fait présentée très souvent par sa mère et les personnes du voisinage comme pas bonne à marier, finalement elle surprendra tout le monde parce que contre toute attente, elle trouvera bien un mari, prouvant donc bien qu'elle n'était pas un cas désespéré, et en plus de ça, ce personnage a plein de qualités. Au départ, c'est sa force physique qui est mise en avant, comme pour montrer que ce n'est pas une femme fragile, puis plus tard, avec l'évolution des luttes féministes au Japon, l'accent va être mis sur ses convictions politiques. Donc si Sazae-san nous permet d'avoir un regard sur tout ce qui est la place de la femme au foyer au Japon, les autres personnages ne sont pas en reste, et notamment les personnages masculins vont nous apprendre beaucoup de choses sur leurs conditions dans ce pays. Son père par exemple, qui est censé être le chef de famille, est en fait tout autant rempli de défauts que sa fille. Il fait des bourdes à longueur de temps, il ne sait pas s'imposer, tout l'inverse donc d'un bon père de famille. Pourtant c'est ce qui le rend attachant, et on se rend bien compte de l'amour que lui portent ses enfants, d'autant plus avec l'arrivée de son beau-fils, plein d'autres événements de sa vie viendront s'ajouter. Comme ils travaillent tous les deux, la question du surmenage, de la dépression, du suicide, ou même de la difficulté des hommes à exprimer leur affection ou leurs sentiments à cause de la pression sociale, tout ça seront abordés. Et ce seront des enjeux que vont traverser les personnages. Ils vont eux aussi évoluer avec le temps, acceptant que le rôle des hommes évolue, que les tâches ménagères doivent être partagées, et que tenir un foyer est un travail à plein temps. Après, ce manga, il est pas parfait non plus, il y a des blagues sexistes, mais je vous avoue que j'ai quand même été assez surprise durant ma lecture, parce que j'ai lu tous les tomes qui sont disponibles en traduction anglaise, et franchement, il y a très peu de blagues qui sont limites. Puis je vous avoue aussi que moi je me suis plutôt concentrée sur le contexte japonais, parce que c'est ça qui est trop intéressant dans la lecture de Sazae-san aujourd'hui, c'est qu'on voit vraiment l'évolution de la condition japonaise au fur et à mesure des strips. Au début, on est dans un contexte d'après-guerre, donc c'est la galère pour trouver à manger, il y a des coupures d'électricité, mais on voit aussi que le voisinage s'aide beaucoup et se donne beaucoup de choses en échange, c'est assez intéressant à voir. Puis, au fur et à mesure des strips, la société japonaise se modernise et on voit des problèmes qu'il n'y avait pas du tout avant qui émergent. Ça parle de la bulle économique, de la pollution, des répercussions du capitalisme, mais aussi un point qui tenait très à cœur à Machiko Hasegawa, qui était la condition des personnes âgées. Étant très proche de sa mère, je pense que c'est ça qui s'est répercuté de manière très forte. Dans Sazae-san, toute la famille, donc 3 générations, vit sous le même toit. Ils mangent ensemble, ils jouent ensemble, ils s'engueulent ensemble, sauf que ça, c'est un ancien modèle. La vie urbaine aujourd'hui a transformé cette façon de vivre, et au Japon, la solitude des personnes âgées est un problème majeur. Et donc là, comprenez que dans l'œuvre de Sazae-san, on a donc d'un côté évidemment l'aspect social qu'elle met en avant, mais on a aussi l'aspect politique et les convictions politiques personnelles d'Hasegawa Machiko. Et elle prendra une prise de position assez risquée parce que au moment de la deuxième vague de féminisme au Japon dans les années 70, elle fera en sorte que son personnage principal, Sazae, adhère au front de libération des femmes. Ça lui vaudra évidemment une pluie de critiques de lecteurs mécontents de voir Sazae être féministe, mais elle tiendra bon dans ses convictions, notamment grâce à l'appui de son entourage, parce que, mine de rien, Sazae-san, c'est majoritairement une histoire de femmes. J'en ai pas parlé depuis le début de cette vidéo, mais Sazae-san ne serait pas le pilier du gag manga et de la tranche de vie au Japon sans le soutien de sa mère et de ses sœurs. En effet, déjà, sa mère l'a poussée dans la direction de Suihiro Tagawa, mais en plus, a lancé l'initiative d'être indépendante et de ne pas avoir d'intermédiaire, puisque Mariko, Machiko et Yoko ont formé quasiment dès le début de la publication de Sazae-san leur propre maison d'édition. Elles ont décidé de réunir les strips de ce manga et de les compiler dans des volumes reliés qu'elles pourraient vendre dans les librairies. Machiko fournissait le talent artistique, Mariko, elle, était la présidente, et Yoko travaillait comme assistante. Elles ne sont donc passées par aucun intermédiaire, hormis pour la vente. Et donc, elles ont pu garder pour elles la quasi-totalité des revenus générés par Sazae-san. Et elles n'ont pas publié que Sazae-san, mais aussi toutes les autres histoires que leur sœur a pu faire, parce que oui, Machiko Hasegawa travaillait en parallèle aussi avec d'autres journaux et d'autres magazines de prépublication de manga. Par exemple, dans le Sunday
Mainichi, il y avait La grand-mère espiègle, qui fera plusieurs volumes, et puis plus tard dans sa carrière, elle a aussi dessiné des livres pour enfants. Il me reste tellement de choses à dire sur cette mangaka, c'était beaucoup trop bien de faire cette vidéo. Sachez qu'il y aura un article spécial sur Patreon et si je peux sur l'onglet communauté YouTube pour vous parler de tous les autres points intéressants. Mais dans cette vidéo, je vais juste vous donner en plus quelques petites anecdotes, histoire de vous donner encore quelques clés pour comprendre à quel point l'histoire de Machiko Hasegawa est intéressante. Première anecdote, l'image de Sazae-san a été utilisée par une compagnie de bus sans l'autorisation de la famille Hasegawa. En effet, il y avait une zone grise sur la propriété intellectuelle au Japon et ça amènera le gouvernement à modifier ses lois. Deuxième anecdote, le dernier manga publié de Machiko Hasegawa, c'est Sazae-san Tabi Aruki, littéralement le voyage à pied de Sazae. Et là je vous fais juste une toute petite dose d'histoire, mais même après que le Japon ait retrouvé son indépendance, les voyages à l'étranger étaient limités majoritairement aux voyages d'affaires. Et c'est en 1964 que le tourisme international a été libéralisé. Mariko et Machiko Hasegawa ont alors beaucoup voyagé ensemble. Et j'ai eu la chance de voir énormément de ces planches originales de ce dernier manga au musée de Machiko Hasegawa. Et c'était cette exposition ici. Car oui, troisième et dernière anecdote, elle a un musée et même une rue au nom de Sazae-san. Si au début de cette vidéo, vous avez pu vous dire que Machiko Hasegawa avait un style de dessin un petit peu trop enfantin et potentiellement moche, et que du coup c'était pas du manga, j'espère que maintenant vous comprenez votre erreur. Et surtout que vous avez intégré que Machiko Hasegawa est une des figures emblématiques du manga. Elle fait partie des premières femmes mangaka, montrant donc à toute une génération qu'il était possible de le devenir, et ça même si on était une femme. Hasegawa Machiko mourra en 1992, laissant derrière elle bien plus qu'un musée. Elle a permis à des centaines de milliers de lecteurs de retrouver le sourire après la guerre, elle a mis en avant la tranche de vie et le format humoristique en 4 cases, et surtout, elle a porté ses idéaux politiques dans toute son œuvre. Machiko Hasegawa était une grande dame qui méritait votre attention, donc merci à vous. Et je suis très fière de proposer un contenu pareil sur YouTube, donc si jamais vous voulez soutenir mon travail et que je dresse encore le portrait de femme mangaka, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon et sur YouTube. Et si jamais vous n'avez pas les moyens financiers, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça permettrait de faire grandir ma chaîne et je pense qu'elle en a bien besoin. Donc merci à vous pour votre soutien et puis je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour découvrir potentiellement le travail d'un nouvel auteur ou d'une autrice. 月のシャワーを優しく